Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos amis, bonsoir au Rabbanim évidemment. On va commencer ce Igala. C'est un événement un petit peu inédit pour nous. C'est une soirée différente de tous les galas qu'on a pu faire auparavant. Mais on a un plateau technique excellent. On a la chance d'avoir des intervenants qui sont excellents. On va passer une excellente soirée. On m'a dit, Eric, sois gentil, reste assis. Je ne peux pas parce que j'ai des choses très, très, très fortes à vous dire. On va partir en France, on va partir au Canada, on va partir en Israël, on va faire le tour du monde. Lâchez vos serpillères, vous avez fait le ménage toute la journée, c'est bon, on se repose, on se détend. On a un très très gros programme ce soir. Je vais passer la parole au Rav Zizek qui dirige la yeshiva des étudiants. Évidemment, c'est une soirée de collecte comme chaque année. Au Hachem, le Halodon, vous avez vu le lien. Des gens ont déjà donné, des gens vont encore donner. Grâce à Dieu et grâce à votre soutien permanent, c'est un effort que vous faites, mais c'est un soutien énorme pour la yeshiva des étudiants. Je passe la parole au Rav Zizek qui va vous donner quelques détails sur la mission de cette année. Bonsoir, merci d'être tous là, tous et toutes, et bienvenue dans ce gala d'une nouvelle dimension, quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, j'aimerais d'abord remercier les amis de l'association Cher qui s'occupe de la yeshiva des étudiants, qui ont donné toute leur âme dans la préparation. Et vous, je regarde par là. Et comment dire, donc disais-je, je remercie l'équipe qui s'est occupée de ce gala de la nouvelle dimension, en particulier Avi Bibas et Vincent Guinard-Samuel, qui ont donné toute leur âme. Oui. Et jusqu'à maintenant, vous avez été extrêmement généreux et généreuses. Et effectivement, c'est encore un gala de collecte. Maintenant, j'aimerais aussi dire l'émotion que j'ai d'être avec vous, l'émotion de remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait d'être vivant, d'être là parmi vous, d'être là ensemble et de partager ces moments de Torah. J'aimerais expliquer en quelques mots. Nous sommes la yeshiva des étudiants, mais c'est quoi une yeshiva? À l'époque des prophètes, on voit dans le livre des prophètes qu'il y avait des écoles de prophètes. Le prophète Shmuel, le prophète Eliaou Hanavi, le prophète Elisha avaient des écoles de prophètes. Ils apprenaient à être prophètes. Aujourd'hui, depuis la construction du second temple de Jérusalem, il n'y a plus de prophétie. Mais nos maîtres disent qu'il y a toujours ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Une yeshiva, comme toutes les yeshivot, c'est un endroit où on étudie la Gemara. La Gemara, et c'est nous, notre équipe, notre mission est de vous faire goûter qu'est-ce que c'est l'étude du Talmud. L'étude du Talmud est une science impossible. Ce sont des écrits incompréhensibles. Pourquoi est-ce tellement incompréhensible? Parce que la base de l'étude du Talmud, c'est rentrer dans cet univers incompréhensible et essayer de rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est la parole, en vérité, la parole prophétique qu'il y a derrière? Dans le petit film que nous avons présenté, en présentation du gala, qui va être projeté tout à l'heure, plusieurs disent la spécialité de la yeshiva des étudiants, c'est l'étude sur texte. Mais c'est quoi l'étude sur texte? L'étude sur texte, c'est retrouver dans le fond le souffle prophétique qu'il y a à l'intérieur des écrits de la Torah. Quand on étudie le Talmud, on se reconnecte à la parole de Dieu qui insuffle cette parole dans les versets de la Torah. Ce sont des écoles de prophètes. Aujourd'hui, chaque endroit de Torah, et en particulier les yeshivas des étudiants, grâce à vous, grâce à tous les amis de l'association, nous apprenons à retrouver ce souffle prophétique dans lequel nous avons besoin. Et c'est pour ça que dans notre centre, ainsi que dans beaucoup d'autres centres de Torah, il y a
on pourrait dire ce que nous on appelle les âmes retrouvées, des personnes qui retrouvent leur judaïsme. Et le projet ambitieux de ce soir est donner les moyens pour que toutes ces âmes qui reviennent à leur découverte de qu'est-ce que c'est être juif, retrouvent cette âme prophétique et puissent se construire, pas seulement dans la connaissance, mais dans l'existence. C'est pour ça que nous collectons ce soir, pour créer un endroit de vie où nos élèves, les jeunes et moins jeunes, peuvent se construire, peuvent construire leur vie, peuvent se marier, peuvent construire des familles. Et je vous remercie pour votre présence ici ce soir. Razak, Ravizek, Razak, je passe la parole au président Johan, qui va nous expliquer un petit peu les chiffres, un petit peu du fonctionnement de la yeshiva. Et après, on passera à un petit intermède musical. Alors d'abord, merci à toutes et à tous pour votre mobilisation aujourd'hui. C'est exceptionnel. C'est un moment important pour nous. D'abord nouveau parce qu'on le fait en virtuel. Mais malgré le virtuel, vous avez répondu présent et vous répondez encore présent. Ce soir, on compte sur vous. Sur la page Alodon, ça continue. C'est jusqu'à ce soir. En quelques chiffres résumés, ce que Rav Zizek a maintenant expliqué, c'est plus de 100 étudiants par semaine. C'est 6 enseignants qu'on doit financer tous les mois. Des étudiants, des logements et maintenant un nouveau centre d'études qu'on va pousser. C'est des cours variés, des cours sur texte, des cours avec des thématiques. On a fait par le passé plein de différentes thématiques qu'on aimerait repousser cette année. Et donc voilà, plein de projets qui nécessitent un budget au global, pour vous donner les chiffres, grosso modo autour de 180 000 euros. Ça, c'est la nécessité financière de la yeshiva. Ce sont quoi? Sans votre soutien, on ne peut pas passer une année. Donc il est essentiel, on a vraiment besoin de vous ce soir pour pousser la barre des 200 000. C'est un objectif atteignable. On compte sur vous pour nous aider. Vous avez déjà beaucoup d'entre vous aidés. Et du fond du cœur, je vous remercie de nous aider, de nous soutenir dans cette mission. Eric, je te repasse la parole. Et ben voilà. Donc, je prends mon petit programme. Et le petit programme maintenant, c'est qu'un chanteur, Eli Herzlich, va nous interpréter une petite chanson. Il se trouve où, Rav Zizek? Il se trouve à Telston, à côté de Jérusalem, et spécialement pour la yeshiva des étudiants, il a fait en acoustique la chanson. La chanson, c'est une chanson célèbre qu'il a composée il y a quelques années, mais il l'interprète en acoustique spécialement pour la yeshiva des étudiants. אחיי ורעיי יקרים, כאן אלי הרצליך. המצב והריחוק לא מאפשרים לי להיות איתכם הערב כדי לעמוד על יד הרב זיזק שליטה וכל הצוות הנפלא שלו. הייתי רוצה לתרום את חלקי בתמיכה של הפצת התורה שלהם לציבור רחב מאוד, ציבור קרוב או לפעמים רחוק מתורה ומצוות. הרמים של הישיבה נותנים את כל זמנם ואת נשמתם כדי ללמד את עם ישראל. היום עלינו לעמוד לימינם ולתרום בעין יפה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל המוסד הנפלא הזה ברשותו של הרב זיזק שליטה, והוא נקרא שיר המלאך. המילים שלו כתובות ונלקחו מאגרות חזון איש. ואומנם האישה זוכרת, ידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, ואומנם האישה זוכרת ידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך, אדם עם פני כבודה, חיי אצילות ומרומם על כל תהילה, אבל באמת הוא מלאך, אדם עם בני
Merci Eli Herzlich. Vous avez remarqué, il a fait un effort extraordinaire. Il a dit à la fin, merci beaucoup. Nous allons recevoir maintenant, grâce à la vertu du Zoom, notre maître Rav Ephraim Klapisch, qui va nous dire quelques paroles et nous le remercions vivement. Cher Gérard, je ne suis pas content de ce que tu as dit, parce que tu as dit notre maître. Et je dois dire que j'ai appris de toi quelque chose d'extraordinaire, et je vais le dire en public. Il y a des gens qui font du bien, et il y a des gens qui font mieux. Ils veulent le bien des autres. Ils veulent que les autres se développent. Et, cher Gérard, toi, et je pense que c'est ça ton secret, il y a toute une équipe magnifique autour de toi, parce qu'il y a cette qualité que tu fais en sorte que les autres se développent. Et quand un jour tu m'as dit « je veux publier votre livre », c'est pas que ça m'a fait plaisir, bon, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que tu voulais mon bien. Et les efforts que tu as mis sont, entre nous, on les connaît. Bon. Et peut-être que ce qu'il y a d'encore plus remarquable dans ta yeshiva, non seulement tu aimes tes élèves, tu veux les développer, comme j'ai dit, mais en plus de ça, ton chemin est droit. Parce que vous savez, il y a des gens qui veulent toucher beaucoup de monde, rapprocher beaucoup de gens, et puis ils vont, on va appeler ça, biaiser un peu, quoi. Accommoder la Torah à l'esprit du temps. Et la chokhma, la grande sagesse, est d'être capable de traduire dans l'esprit du temps, de traduire d'une façon droite le message de la Torah, pas de le changer et d'alléger la Torah pour les besoins de la communauté. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'avoir compris d'une part, cette largesse d'esprit, être capable, Godlo, la grandeur, c'est le fait de vouloir que les autres grandissent, d'une part, et d'autre part, que ce soit un chemin qui est droit, qui est honnête, sans falsification. C'est quelque chose que j'ai admiré énormément. Et c'est pour ça que je n'étais pas content quand tu as dit que je suis ton maître, parce que sur ce point, tu m'as montré quelque chose de très, très important. Je souhaite à ta yeshiva beaucoup d'atslacha. Je souhaite à tes élèves de prendre beaucoup de ton enseignement, de prendre cette image extrêmement positive que tu montres de la Torah, qui est une Torah authentique, la Torah du Maharal, la Torah de nos maîtres, la Torah de la Gemara, de la Halacha, autant que de la Marshava. Il n'y a pas que la pensée juive, il y a aussi la Halacha, avec les diverses cours qui ont lieu chez toi. Je pense que tout ça, ça montre une espèce d'harmonie extraordinaire, un bouquet de fleurs, si vous, de multiples couleurs. Et c'est ça, cette variété, cet ensemble, je crois que c'est ça le secret de la réussite de ta yeshiva. Chers amis, cher Gérard, beaucoup d'atslacha et beaucoup de brachot, que vous ayez encore une fois la possibilité de vous développer encore plus et encore plus. Merci Rav Ephraim, merci beaucoup. Merci Rav Klapisch. Je rappelle justement que grâce à Dieu Baruch Hashem, on est arrivé à 92 912. On peut applaudir ici dans le studio.
On peut vraiment applaudir, nous applaudir, applaudir les généreux donateurs. Absolument. On voit vos visages. Ça nous fait chaud au cœur. C'est vrai que ce n'est pas comme d'habitude, mais on vous voit. On voit les dizaines et dizaines de connectés. On est à 92 912. On désire atteindre 200 000 euros. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Et on demande un petit effort à chacun d'entre nous de rajouter. Voilà. Nos très bons chanteurs vont rajouter. Quelle est la façon de participer? Ah, mais ô combien, vous avez raison. Ô combien je vais me faire tirer les oreilles. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de l'envoyer par Allodon. Ici, vous avez un lien, monsieur Raphaël. Est-ce qu'on peut afficher ce lien? Donc, normalement, sur tous les réseaux, voilà, dans le chat ici, vous allez avoir une possibilité directement de cliquer sur votre smartphone pour faire un don. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez appeler, envoyer un SMS. Je vais vous donner mon numéro perso. Et peut-être que des personnes sont gênées, veulent rester anonymes. Je comprends. Alors, je vous donne mon numéro 06 63 17 41 42. On va vous l'afficher. Vous pouvez envoyer par SMS. Voilà, je voudrais faire un don de 500 euros, 200 euros, 10 000 euros. Il n'y a pas de problème. C'est une promesse de don et on la communiquera aux personnes qui sont chargées de collecter les dons. Voilà. Donc, soit vous prenez directement le Allodon en introduisant votre carte CB dans le Allodon, c'est sécurisé évidemment, soit vous m'envoyez un SMS 06 63 17 41 42. Monsieur David, est-ce que vous êtes prêt à mettre ce numéro-là derrière? Oui, excellent, bravo Monsieur David. 20 sur 20 pour Monsieur David qui a la technique. Monsieur Vincent aussi à la technique, excellent. Et en attendant de recevoir Jean-Pierre Yveline pour une excellente histoire qu'il va nous raconter et son parcours de médecin, je voudrais que nos musiciens attitrés nous fassent un petit plaisir supplémentaire. Pop, pop. Vous avez le droit de taper les mains chez vous. C'est autorisé, c'est recommandé. Oui, tapez les mains chez vous, c'est recommandé, oui. Ouais. Moshe, je te vois, Moshe. Excellent. Chantez avec moi chez vous, chantez. Merci. Jean-Pierre Yveline, ici présent, eh bien, figurez-vous qu'on a fait les EI ensemble. J'avais 17 ans et j'ai le plaisir de le revoir ce soir. Je vous rappelle que son papa nous a fait des interventions vraiment remarquées. Moi, j'étais extrêmement stupéfait, vraiment, c'était extraordinaire. Alors, Jean-Pierre Yveline va prendre la parole. Je vais donner le micro à Gérard Ravzizek pour qu'il nous dise un petit mot. Je pense en 1983, j'étais à un stage de formation des EI. Il y avait un jeune qui s'appelait Jean-Pierre Yveline. Je me dis, il est extraordinaire ce jeune. Et grâce à Dieu, on a gardé un contact. Et te voir me fait beaucoup d'émotion. Voilà. Cette rencontre, je m'en souviens très bien. Elle n'a pas été étrangère au fait que je suis venu plus tard à la yeshiva des étudiants. Elle m'a énormément marqué. Et donc, je m'en rappelle très, très bien. Donc, en fait, le Rav Zizek m'a demandé de présenter 2 témoignages. D'abord, mon passé à la yeshiva. Et puis, il m'a demandé aussi de parler de mon expérience de l'infection, de l'épidémie Covid, 2 thèmes qui ont l'air apparemment très distincts. D'abord, donc suite à cette première rencontre, j'ai été amené à découvrir la yeshiva des étudiants grâce à un ami, Yonel Ben Soussan,
qui donc m'a amené à découvrir ce lieu qui avait été créé par le Rav Zizek à l'époque. C'était dans les années 90. J'étais à l'époque interne en médecine. C'est une des études qui sont très prenantes comme d'autres, où on peut très bien être intégralement absorbé par son travail. Et en fait, j'ai découvert un lieu ouvert, avec des livres ouverts d'ailleurs. Et donc à l'époque, donc moi j'étais Shomer Shabbat et j'étudiais, je faisais de la Gemara, mais Tosfot était un commentateur qui était pour moi inabordable presque. Et un jour, le Rav Zizek m'a dit « La Gemara commence par Tosfot ». C'est un enseignement qu'il m'a donné, donc ça me donnait une idée du travail à accomplir. Et j'ai eu l'occasion de bénéficier des enseignements du Rav Raphaël Bloch avec d'autres personnes qui sont devenues mes chavers dans tous les sens du terme, Yonel Cohen, Jacques Amar, Shalom Zerbib aussi, avec lequel j'ai pu étudier. Et bien sûr, Yonel, qui était mon chaver de Chevruta. Et c'était effectivement une activité assez absorbante, plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours avec les Chevrutot, parce que les cours de Raphaël, si on ne révise pas, on est perdu. Et donc, ainsi, j'ai pu découvrir les Rishonim et quelques Acharonim. À l'époque, à Paris, des lieux qui accueillaient des gens qui n'étaient pas forcément issus des milieux des yeshivot, des lieux ouverts, quelle que soit la manière dont on est habillé, la manière de penser, pour peu qu'on veuille revenir vers des textes fondateurs de notre propre identité, ben, ce n'était pas si fréquent que ça. Et la yeshiva des étudiants nous apporter cette opportunité de pouvoir avoir deux activités, une activité chol, moderne, épanouie, et une activité d'études approfondie, très approfondie même. Et donc, c'était vraiment une expérience très fondatrice et qui m'a permis d'obtenir un équilibre entre ma vie d'étudiante très absorbante et l'étude. Et il y avait à l'époque, alors peut-être aujourd'hui à Paris c'est plus fréquent, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment inédit. Et je crois que cette ouverture, cet équilibre, elle existe toujours à la yeshiva des étudiants. Et j'ai un souvenir particulier d'un séjour que j'ai vécu avec le Rav Zizek à la montagne. Et c'était l'emploi du temps était très intense. Je me rappelle que le matin on étudiait Masechet Sanhedrin, Perek Shishi. Je me rappelle très bien je me rappelle plus du Pérec que du lieu où on était. L'après-midi, on marchait en montagne ensemble avec d'autres, dans une ambiance extrêmement conviviale. Et le soir, je me rappelle très bien, nous étudions les Shmoné Prakim de Rambam. Et alors, j'étais particulièrement sensible à ce texte à deux titres. Le premier, c'est que c'était un texte quand même assez ouvert sur la pensée d'Aristote, ce qui me donnait un peu une idée de l'ouverture d'esprit du Rav Zizek. Et par ailleurs, c'est un peu un traité de nutrition. Moi, j'étais interne en endocrinologie, donc j'étais forcément pas insensible aux enseignements du Rambam que le Rav Zizek m'a fait découvrir. Et donc, vraiment, je pense que la yeshiva des étudiants offre l'opportunité à des étudiants de pouvoir avoir un équilibre parfait entre une vie moderne et une vie d'études très approfondie. Alors, là, on va faire un saut thématique. Donc, le Rav Zizek m'a demandé de faire part d'une expérience de l'épidémie Covid. Alors, je suis en fait professeur de diabétologie, endocrinologie à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et donc, j'ai vécu comme vous tous, comme tout le monde, la pandémie. Et j'ai choisi de vous parler uniquement du premier confinement, une période qui a démarré le 17 mars et qui s'est terminée le 10 mai, très brutalement, et uniquement de cette période-là. Parce que, en fait, on m'a demandé de réfléchir à, c'était ce qu'on m'avait demandé de venir présenter ici, c'est une vision juive de la pandémie Covid. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter une vision juive de la pandémie Covid, mais j'ai trouvé quand même cette période particulièrement inédite. Parce que pendant ces quelques semaines, brutalement, le monde a été plongé dans un état de sidération. Tout le monde a vécu soit confiné, soit absorbé dans le soin à apporter à ces gens. Les rues étaient vides. Donc moi, personnellement, je circulais à vélo entre mon domicile et l'hôpital dans des rues complètement vides. Et mon entourage professionnel, venant de tous bords, de tout horizon,
était absorbé dans le soin apporté à ces gens. Et j'ai eu l'impression d'un certain sentiment de plénitude de ces gens-là, qui est au-delà des moments extrêmement difficiles que tout le monde a vécu, des drames, de gens qui décédaient seuls. Et ces gens-là, cet entourage professionnel, que ce soit des médecins, des aides-soignantes, des infirmiers, continuent à avoir des séquelles de ce moment-là. Eh bien, ils avaient l'impression de vivre pleinement ce pourquoi ils étaient faits, leur choix, pourquoi ils étaient là sur Terre. Et c'est cette impression que j'ai eue. Nous avons vécu des moments incroyables. On a travaillé avec des dentistes, des kinésithérapeutes, des infirmières de l'extérieur. Tout le monde a flué pour s'occuper des autres. Et il m'a semblé que d'un point de vue individuel, ce moment a donné l'opportunité à l'humanité, toute l'humanité concentrée sur un point commun, d'une part, de s'interroger sur sa propre identité, pourquoi on est là sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire ici, et deuxièmement, de développer un sentiment d'altérité. Chacun demandait le soin, avait le souci de la santé de l'autre. Fais attention à toi, c'était quelque chose. Et les applaudissements de 20 heures en étaient une des manifestations. Donc le développement de ce sentiment d'altérité a été quelque chose qui a marqué cette période. Bien sûr, après, le quotidien est un petit peu revenu, mais en tout cas, pendant cette période-là, il y a eu un moment où les gens se demandaient pourquoi ils étaient là sur Terre. Et je parle d'un monde qui est en dehors de la communauté. Bien sûr, cette question-là est quelque chose qui est beaucoup plus récurrent au sein de la communauté. Et je voudrais terminer sur un autre témoignage, c'est que ceci a été observé aussi à l'échelle collective. C'est-à-dire que nous, on travaille dans une structure et comme tout un chacun, on doit rendre des comptes sur notre activité auprès d'une administration. Et cette administration, depuis plusieurs années, en tout cas en France, n'a jamais été très inquiète de la qualité des soins des gens. C'est surtout la rentabilité qui prévaut quand on fait face à une administration hospitalière. Et alors, pendant cette période, il y a eu des situations absolument inédites. Nous avons été confrontés tous les jours avec une administration qui nous demandait comment faire, quoi vous donner pour soigner ces gens. Il faut soigner ces gens, de quoi avez-vous besoin? Et toutes nos demandes de matériel, de personnel étaient acceptées. Donc, nous avons vu une administration qui était concentrée dans la qualité du soin, et ce qui était complètement inédit pour nous, puisque jamais on n'avait fait face à un tel phénomène. Et ça a même été souligné par un discours du président de la République qui lui-même a dit « il faut arrêter avec la logique comptable de la gestion des hôpitaux. La santé n'est pas un bien marchand ». Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau pour nous. Et ça va dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette activité de cette infection Covid a donné l'opportunité, pendant ce premier confinement, de se redemander pourquoi on était là. Et notamment un hôpital, a priori, c'est plus fait pour soigner qu'être rentable. C'était un peu l'idée que je voulais développer. Et juste pour revenir à une thématique un petit peu d'actualité, je dirais, on est tous en train de faire nos rangements de Pessah dans la joie et le dynamisme familial. Et en fait, depuis mon enfance, mon père, que beaucoup connaissent et qui a été cité tout à l'heure, range ses livres. C'est-à-dire, il range sa bibliothèque et me dit, depuis que je suis tout petit, c'est la tfila de la bibliothèque. C'est la prière de la bibliothèque. Alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'il m'explique qu'il enlève ses livres et l'ordre de l'année dernière n'est pas celui de cette année. Ça veut dire que c'est des livres qui étaient accessoires l'année dernière deviennent importants pour lui, et ceux qui sont au milieu, eh bien, ils vont prendre une place plutôt à côté. Et bien, c'est ça la tfila. Au-delà de la quête de la guérison, de demandes matérielles, la tfila, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est quoi ça vient de Pélil, qui est aussi jugement, distinction, discernement. Qui je suis? 3 fois par jour, nous, dans notre tfila, on a l'occasion de nous demander qu'est-ce qui est important pour moi, qui je suis et quelles sont mes priorités. Et donc, j'ai trouvé que, quelque part, l'humanité avait eu l'opportunité de faire cette tfila. C'est-à-dire que de manière individuelle et collective, eh bien, chacun s'est interrogé sur la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait sur Terre. Et donc, c'est ça qui m'a marqué pendant cette période. Alors, bien sûr, le naturel est revenu au galop. À la fin du confinement, tout le monde a repris un petit peu les habitudes d'antan. Mais il y a eu comme une sidération, peut-être quelque chose qui pourrait être de l'ordre du Me'ein Olam Haba, comme on dit dans le Zmir de Shabbat,
qui m'a particulièrement marqué. Magnifique. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Voilà, notre ami Nati Doré et David Louski qui vont nous interpréter une belle petite chanson. שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תרופה של מרים פועם ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, איך אעבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משקר כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו תרופה מן הים עולה, כמו תרופה של מרים פועם ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משקר כל כאב שבי, מרפא את הלב. מרפא את הלב. Bravo, bravo, bravo à Nati et à David. Ça nous fait chaud au cœur. Eh bien, mes amis, on a passé le cap des 50%. On est à 101 960. C'est magnifique. Même Raphaël, tout le studio explose de joie. C'est magnifique, c'est extra. Vraiment. Le don de 2000. Oh, Vincent, ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas de donner de son temps, ça lui suffit pas de se décarcasser pour la Yeshiva. Il faut en plus qu'il fasse un don. Bravo Vincent, bravo à tous ceux qui ont donné, bravo à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur argent. Vous êtes des tzadikim mes frères, vous êtes des tzadikim. Il faut continuer. Voilà, bravo. Aïe 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 aïe. On va envoyer le film, mais juste avant, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'ai appelé Gérard Zizek un petit peu pour préparer cette soirée. J'ai dit, refais-moi un petit peu le topo, s'il te plaît. Bon, en vrai, je le vous vois, mais là, pour faire croire qu'on est… Non, allez, je blague. Alors, j'ai appelé le Rav Zizek pour lui demander comment ça se passait, les rabbinim. Il a parlé de tous les enseignants avec chaleur. Chacun, il a expliqué. Il donne des cours comme ci, il donne des cours comme ça, à telle heure. Je vous donne un exemple. Raphaël Elbaz, c'est des cours de débutants pour avoir des bases. Quelle base? Quelle base? David, tu sais quelle base? Vous savez quelle base? Des bases de ouf. Avec ça, c'est des jeunes qui peuvent démarrer et qui peuvent s'éclater. Parmi ces élèves, il y a un jeune qui a pu maintenant se détacher
Et le Rav, il n'est pas jaloux des autres enseignants. Il n'est pas jaloux. Et quand un élève, il part il va pouvoir s'exprimer et vivre sa vie et son étude ailleurs, et qui peut étudier de 5 heures du matin à 7 heures du matin, ça ne lui fait pas de la peine, il est heureux. Il raconte ça avec beaucoup, beaucoup de joie. Et tous les rabbinim, c'est pareil. Le Rav Julien Darmon, un Rav qui sait tout, il peut taper dans tous les domaines, c'est une bombe atomique. À chaque fois que vous mettez 1 euro dans les yeshivas, mes frères, à chaque fois que vous mettez 10 euros, 100 euros, 1000 euros, sachez que c'est bien utilisé. C'est des enseignements pour des jeunes qui ont perdu la voie, qui ont oublié qu'ils étaient dans le judaïsme, qui ne savaient peut-être même pas qu'ils étaient juifs. Et maintenant, on va vous passer un petit film. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai tellement des choses à vous dire que tout s'est mélangé dans ma tête. Alors, le petit film, ça va vous faire un petit résumé qui est très, très sympathique. Le film. Un limoud sérieux, poussé, qui sorte un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude parfois d'entendre. Plus le temps passe, plus je me rends compte, et quand je compare à ce qui se fait ailleurs, c'est l'étude sur texte, c'est-à-dire en fait la prise de connaissance avec le texte, qui est la seule chose qui permet en fait d'avoir une réelle culture, des réelles connaissances, et qui ne soit pas simplement des oui-dire. Pas seulement de la Torah intellectuelle, mais aussi une Torah de vie, Torah Traim. C'est très interactif et chaque cours est un nouveau cours dans le sens où on ne sait pas où on va arriver lorsqu'on commence le cours. Les choses ordinaires deviennent en fait extraordinaires. C'est ce pouvoir, ce côté magique à la yeshiva. La forme d'investigation très rigoureuse, littérale, mot à mot, qui permet d'en révéler et d'en observer toutes les irrégularités et d'élargir le sens et l'interprétation. J'ai vu une vidéo qui était très drôle, qui m'a touché. Après, j'ai appelé le Rav et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'aventure. En 86, après être rentré d'Israël, on cherchait à étudier et on nous a dit qu'il y a un Rav, un vrai de Strasbourg qui vient d'arriver. Donc, on a pris contact avec Gérard et on a commencé à étudier. D'abord 1 fois par semaine, puis après 2 fois. Je venais surtout pour me faire inviter par la femme de Rav Zizek qui cuisine très bien. Je vous conseille. Je suis allé et je me suis pris une grosse claque. C'était la folie, quoi. Ça m'apporte un nouveau point de vue sur les choses, c'est-à-dire que à la fois, du point de vue pratique, à l'Acha, j'apprends beaucoup de choses. À la fois, dans la relation humaine, j'apprends à dialoguer avec les gens, à écouter et interagir avec les gens, sans a priori, en étant toujours dans l'écoute de l'autre et dans la découverte. Il y a plein de contacts qui se font. Ça m'apporte énormément d'amis, de richesses, de débats, de liens profonds en fait. C'est-à-dire que les liens qu'on tisse à la yeshiva, c'est pas superficiel, c'est pas les potes de soirée. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comme si quelqu'un il vient et il t'apprend qui tu es. Il t'apprend la vie. Des choses parfois essentielles mais qu'on ignore. Ce qu'apporte le limoud et donc ce qu'on m'a apporté les choses disant, c'est tout simplement énorme, quoi. Premièrement ça, le fait de pouvoir donner des cours, d'aller vraiment au fond des choses grâce au texte, et également en fait l'ouverture d'esprit qui correspond réellement à ce que moi je cherchais personnellement. C'est un peu le milieu dans lequel j'ai grandi. À la fois très humain et très sincère, et sur la volonté d'aller vers la vérité ensemble. Nous avons une vocation de développer ces dimensions de créativité, de disponibilité intérieure à la connaissance. Tout ça dans une ambiance très chaleureuse, avec une liberté de réflexion, de questionnement, alors qu'on se questionne par rapport au texte, liberté d'échange aussi avec les rabbinim. Ce qui nous a aussi beaucoup plu avec mon épouse, c'est que ça s'est ouvert aux hommes et aux femmes. Donc ça, c'était, ça c'est pas le cas de tous les cours, mais le cours auquel on assistait le mardi soir, c'était le cas. Et il y a aussi un humour décapant, rigoler un petit peu de tout, d'être un petit peu subversif, voire transgressif. C'est difficile d'avoir un bon niveau d'études et de venir un peu, enfin, je veux dire, la yeshiva des étudiants, c'est un peu comme le McDo, vous venez comme vous êtes. Des cours interactifs, très différents de la conférence magistrale, avec un public varié, ce qui enrichit l'échange, la compréhension du texte. Et c'est pour ça que notre projet est de développer notre centre, qui est un centre d'études, dans un centre de vie. C'est ça le projet auquel j'aimerais vous faire participer par cet appel. Merci. Investissez avec nous dans cette campagne et permettez à des centaines de personnes de se transformer chaque semaine, chaque jour, à travers une étude sur texte qui est exigeante et passionnée. Soyez généreux, ouvrez vos cœurs et voilà. Atzlach Rabba. Merci encore. Alors voilà, c'est maintenant que vous devez faire un petit effort. Je vous demande que chacun qui n'a pas encore fait un don, tout d'abord un grand merci à cette somme magnifique déjà qui a été collectée, puisqu'on est à 105 082, c'est quelque chose déjà de très très beau. Vraiment, on remercie à chacun d'entre vous qui êtes vraiment des tzadikim.
chaque personne qui s'est investie, qui s'est sacrifiée. Comme a dit la rabbinite Zizek, elle a dit grâce à Dieu, il n'y a personne qui n'a un restaurant dans les élèves. Et donc, déjà, c'est déjà un problème en moins pour ceux qui peuvent donner parce qu'il n'y a pas de restaurateurs qui ont été frappés de plein fouet. En revanche, tous ceux qui ont eu des problèmes, eh ben, malgré tout, on voit combien vous donnez. Vraiment, vous êtes digne d'éloge. Et je vous demande maintenant de faire un gros effort. Et c'est maintenant pour qu'on rallie les 200 000 €. On va y arriver ce soir. J'en suis intimement convaincu. Et on fera témoigner d'autres personnes encore qui ont témoigné sur des petites bandes vidéo. Et vous verrez combien ça leur a apporté. Je me permets, ce n'était pas prévu au programme, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas prévu au programme. Je vais vous faire part de mon expérience parce que ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas raconté. Mais quand j'ai étudié avec Rav Zizek en 1983, j'ai été en grand décalage avec mon travail. Et je me suis rendu compte que la moitié de mes revenus devaient partir à la poubelle. Voilà, au revoir les castrations, au revoir. Et on a essayé de trouver des solutions, on n'a pas trouvé. Grâce à Dieu, Baruch Hashem qui m'a évité, qui m'a remis dans le droit chemin. Je peux exercer mon métier comme il faut, sans transgresser. Peut-être peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est ton métier? Tout le monde. Oui. Bon, comme je suis vétérinaire, donc un petit peu la castration pour les chiens et les chats, l'ovarectomie pour les chiennes et les petits chats, c'est l'équivalent d'une carie chez un dentiste. Et ben moi, quand j'ai commencé à étudier, on a étudié un sujet ONA, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était Daf Koufioud dans ma Seret Shabbat, je me souviens. Voilà, en 1984 peut-être, quelque chose comme ça. Et ben voilà, il m'annonce, on ne peut plus faire vétérinaire. Heureusement, on a pu après trouver des solutions. J'ai fait Shabbat, j'ai progressé et je remercie à chaque fois que Gérard, le Rav Zizek m'appelle, je suis là, je te dis oui parce qu'il m'a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de notre famille. Et grâce à lui, on a pu évoluer dans un DRH. C'est pour ça que je ne peux rien refuser. Il m'a même demandé de faire l'animateur et que ce n'est pas ma vocation. Et ben je le fais quand même. Voilà, on est à 114, un anonyme, 8 800 €. À 8 800 € à un frère juif, on paie un petit jingle pour notre frère juif. 8 800 €, c'est magnifique. On s'approche du 114 000. C'est magnifique. Alors, il est probable. Je tiens à rajouter que, comme c'est anonyme, ne croyez pas que c'est bidon. Hein. Je sais qui c'est. C'est véritablement quelqu'un qui existe. C'est pas un truc pour faire gonfler, pour faire croire que. Hein. En plus, sur Alodon, je ne pense pas qu'on puisse gonfler bidon. D'autant plus que c'est une personne qui a beaucoup compté et qui compte encore beaucoup pour les yeshivas. Bon, il se reconnaîtra et on l'aime, on l'adore, même s'il est à 5000 km. Voilà, j'ai rien dit de mal. J'ai dit juste qu'il est à 5000 km. On l'adore. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on me dit encore là? Ah oui, mais évidemment, j'ai oublié de vous dire le plus important. Oh là là, oui, ceux qui ont fait un don et qui se disent maintenant qu'ils ont vu toutes ces choses, comment les rabbanim, comment les enseignants, comment tout le monde se décarcasse dans cette yeshiva, dans les yeshivas des étudiants, vous dites peut-être il faut que j'ajoute un petit peu. Oui, vous pouvez rajouter un petit peu. Oui, vous devez rajouter un petit peu. Et ça va s'additionner ici au montant déjà très, très honorable, 114 000 €. Donc, normalement, il faudrait que chacun qui a déjà donné peu puisse rajouter encore un petit peu. C'est tout à fait possible. Je vous rappelle mon numéro de téléphone. La régie, Monsieur Vincent et Monsieur David, est-ce qu'il y a un moyen de mettre mon numéro de téléphone, d'accrocher? Ah bon? Ah bon? Bon, alors je ne sais pas. Voilà, ok. Est-ce qu'on peut mettre la tête des gens là, tous sympathiques, ces dizaines et ces dizaines de personnes qui assistent à ce Halodon? On peut faire une galerie là des portraits? On nous sabre, nous, c'est pas grave. Hein? Voilà, il faut saluer toutes les personnes qui nous voient de partout, peut-être même ma mère, c'est pas exclu en Israël. Ben, ça compte, hein, mine de rien. Elle m'a fait croire que j'étais quelqu'un de bien et c'est comme ça que je suis devenu pas trop tocard. Comment? Oui, faites un coucou. Vous pouvez me taper les mains chez vous. Tapez les mains. Oui, voilà. Mais moi, il ne veut pas me mettre en truc. Il ne peut pas me mettre en galerie. Voilà, un long de 2000 €.
Voilà, 116 000. On y arrive, les amis. Vous pouvez taper des mains. Sautez même chez vous. Sautez, oui. Aurel, tu prends l'appareil photo. Viens faire des photos, Aurel. Et fais défiler. Regarde, tu fais pas défiler. Voilà, qui c'est qu'encore? Moshe, je t'adore. Zeb, on te kiffe. Zeb, change rien. Daniel, Yriel. Voilà, qui encore? Faites défiler. Voilà, excellent. On est en direct. C'est magnifique. Alors, je voudrais dire à Philippe Parizet qu'il m'est difficile de répondre au téléphone. Il m'a appelé 2 fois. Philippe Parizet, qui est un élève, un fidèle de Rav Zizek. Donc, à contact à Vibibas, tu as certainement quelque chose de très important à me dire. Voilà. Mes chers amis, où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est dans le prompteur? 116, c'est excellent. Maintenant, on va vous passer Monsieur Sahel. Monsieur Sahel, c'est ça? Le professeur Sahel. C'est ça, professeur Sahel? Voilà, un témoignage des États-Unis en toute simplicité. Je vous avais dit qu'on voyagerait, c'est même les États-Unis. De Boston. Enregistré à Boston. Bonjour, c'est José Sahel. J'ai eu le plaisir d'étudier dans le cadre de la Yeshiva des étudiants à Paris pendant plusieurs années, en venant étudier avec Raphaël Bloch, la Gemara, et aussi en amenant mes petits-enfants qui pouvaient étudier en parallèle pour la Mishnah, par exemple. L'étude avec Raphaël Bloch, c'est une expérience exceptionnelle parce qu'il y a une exigence d'exactitude, une exigence de trouver le sens exact, la vérité, si on peut employer ce mot, dans l'analyse de la Gemara et de tous les Mefarshim. C'était quelque chose d'extrêmement approfondi et en même temps une grande sérénité de pouvoir se plonger dans l'étude avec une telle profondeur et avec une telle volonté de ne jamais faire de compromis avec la quête du sens de ce que la Gemara peut nous apporter. Donc je suis encore très reconnaissant de toute cette période où j'ai pu étudier avec Raphaël. L'éloignement géographique ne me le permet plus, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement marquant pour moi. Donc merci à la Yeshiva des étudiants, j'ai eu l'occasion de pouvoir soutenir et qui mérite vraiment de continuer à apporter cette manière d'étudier rigoureuse, méthodique et profonde à beaucoup. Merci. Voilà, merci au professeur Sahel qui a témoigné en enregistré depuis Boston. Je voudrais vous raconter aussi une petite histoire que le Rav Zizek m'a livrée récemment. C'est que le cours de Gemara approfondi qui a lieu le mercredi soir et le dimanche matin a vu la naissance d'un enfant chez chacun des étudiants. Presque chacun des étudiants. Certainement que celui qui manque ou les deux qui manquent, c'est pour très prochainement. Voilà. Donc, c'est aussi des petites choses comme ça dans la vie de la yeshiva. Chaque personne qui s'approche, chaque personne qui étudie, il ne peut pas en ressortir indemne, si j'osais dire. Il ne peut pas en ressortir complètement indifférent. Ça change une vie. En toute humilité, j'ai le plaisir d'étudier aussi dans ma bourgade à Sarcelles. Et je n'ai pas le multicolore. J'ai pas le kiff d'étudier avec Rav Zizek parce que malheureusement, c'est un peu trop loin. Mais si je pouvais, je viendrais tous les jours. Et si je pouvais habiter à côté de lui, et si je pouvais lui servir le café tous les matins, j'adorerais. Voilà. Je paierais cher pour ça. Voilà. Donc, mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, Meir, merci. Je vous demande donc de regarder ce compteur qui est très, très bien. Monsieur Barda, qui est un fidèle qui a donné 520 €. On l'applaudit très fort. Un petit jingle. Pour ceux qui donnent 520 €, les 260, les 500, même les 60, tout ça, c'est magnifique. 116, 606. On va y arriver bientôt, les amis, à 200. La musique, la Torah, les rabbinim. Oui. Oh là là, MB. 10 000 €. Il veut rester anonyme. En tout cas, vous avez ses initiales. Voilà, c'est un don qui a été donné récemment, 10 000 €. On applaudit très fort. Re-jingle, s'il vous plaît. Magnifique. Voilà. Donc, on est à 126 606. Il y a encore un autre témoignage. Alors, j'ai ça sur mon... Alors, témoignage.
Il n'y a pas d'autres témoignages. Les enseignants. Voilà. Il y a voilà. Donc, Rav Eliezer Hanor d'Armon et Akiva Zev. Donc, on va parler. Pardon, Akiva Zizek. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עם להישאר, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אוי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו עם להישאר, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. בשם, יצר עם ומגין אמור. ישראל, ישראל, ביתה בשם, יצר עם ומגין אמור. ישראל, ישראל, ביתה בשם, יצר עם ומגין אמור. כל היום, ישראל, ישראל, ביתה בשם, יצר עם ומגין אמור. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו עם להישאר, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. Bien, chers amis, nous avons une partie du staff, de Tsevet, de l'équipe des enseignants de la Yeshiva. Et on a tenu à ce qu'ils nous exposent succinctement qu'est-ce qu'ils font à la Yeshiva des étudiants. Et je passe la parole d'abord à Rav Hanor d'Armon, ensuite à notre fils Akiva Mordechai Zizek. Voilà. Merci Gérard. Non, juste un témoignage rapide, puisque finalement, cette histoire avec la Yeshiva des étudiants, ça fait presque 20 ans en fait qu'on se connaît. Moi, j'ai commencé à étudier en 2002-2003 et je ne suis plus jamais reparti. Comme étudiant et comme enseignant depuis mon mariage, puisque j'ai un très bon ami et Rav qui m'a dit si tu veux continuer à étudier, il faut que tu enseignes. Et Rav Zizek a eu l'intelligence de me donner ma chance. Et donc, ça fait depuis 2009 que j'enseigne à l'Yeshiva des étudiants. Et je pense que je n'aurais pas pu enseigner ailleurs, puisque c'est sans doute un des très rares, sinon le seul lieu à Paris où on peut enseigner ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit « tu vas faire ceci, tu vas faire cela ». J'ai dit je vais enseigner Choulin. Oui, ok, tu enseignes Choulin pendant 5 ans. Je vais enseigner la théorie de la monnaie d'après Baba Metzia. Vas-y. Et là, ça fait 2 ans qu'on fait Bereshit avec Rashi et Ibn Ezra et Ramban. Et on s'éclate, en fait. On découvre des choses incroyables. On part du pshat le plus basique, de la grammaire, du détail de chaque mot. Et on suit ces commentateurs classiques qui sont imprimés à chaque fois autour de Chumash et qu'à part Rashi, on lit rarement. Et on découvre des choses extraordinaires et on voyage dans l'histoire de la pensée, de la philosophie, de la Kabbalah, du Midrash. On voit tout et voilà, et c'est très enthousiasmant. Et il n'y a que à la Yeshiva des étudiants que, à ma connaissance, on fait ça. Et on fait ça en plus avec tout le monde, c'est-à-dire que on n'annonce pas que c'est un cours pour telle ou telle personne, ni que c'est un cours pour tout le monde. En réalité, voilà, la porte elle est ouverte et les gens viennent. Il y a des gens qui viennent et qui repartent tout de suite parce que c'est pas pour eux. Et puis il y a des gens qui viennent et qui restent et qui sont fidèles depuis des années. Des gens qui venaient de milieux très religieux, très yeshivish,
et qui viennent chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais eu en yeshiva. Et à l'inverse, des gens qui viennent de milieux pas du tout religieux, pas du tout liés à l'étude, et qui viennent trouver quelque chose ici qu'ils n'auraient jamais pensé trouver dans un milieu religieux. Donc, c'est une grande chance d'être dans ce point de croisement de tant d'intelligence et d'humanité. Et donc, on essaye de faire fructifier ça aujourd'hui sur Zoom, mais demain, j'espère, dans des lieux physiques et dans des nouveaux locaux pour la yeshiva. Voilà. Je pense que mon collègue pourra nous en dire plus. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter un mot, c'est que les cours de Rav Darmon sont pratiquement, à l'Yeshiva des étudiants, ils donnent des cours ailleurs aussi, mais à l'Yeshiva des étudiants sont pratiquement intégralement sur notre site, yeshiva.com. Et je tiens à remercier notre webmaster Meir Amar, qui grâce à toi, Meir, les cours sont pratiquement tous les cours, pas tous les cours quotidiens, mais les cours fondamentaux sont sur le site et vous pouvez profiter donc des cours de Rav Darmon. J'aimerais dire quelque chose parce que ce que tu as dit me fait rebondir. J'aimerais rendre grâce à mon maître Rav Eliyahu Abitbol parce que tu dis que dans tes cours et dans d'autres cours de la yeshiva, il y a des gens qui viennent de milieux extrêmement religieux, extrêmement pieux, qui ont fait un cursus yeshiva. Et sur le même banc, il peut y avoir des gens qui ne connaissent rien, et rien en judaïsme. Ils connaissent peut-être beaucoup dans d'autres horizons, mais rien en judaïsme, et ils viennent dans les mêmes études. Et ça, en vérité, un peu tout le monde m'a ciré les pompes ce soir, mais j'aimerais, moi, rendre grâce à mon maître Rav Abitbol, qui a toujours voulu, dans son enseignement, que ça ne soit pas un enseignement académique. Parce que lorsque il y a des spécialistes, si vous voulez, Bourdieu a parlé de ça mieux que moi, on devient à un moment des spécialistes. Et quand on devient des spécialistes de quelque chose, c'est mort, c'est plus vivant. Et le fait qu'il y a des gens extrêmement pieux dans la Torah, en même temps que des gens qui découvrent le judaïsme, ça aide qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ça soit une Torah vivante et pas une Torah de spécialistes. Et je passe la parole à Akiva. Alors, vous ne savez pas pourquoi on chante Mazel Tov, Siman Tov? Parce que justement, Meir Amar, notre cher webmaster, s'est marié il y a 2 semaines pile. Mazel Tov. Un grand Mazel Tov à Meir Amar et à sa kala. Binyan Adea. Ayo, עוד שמה ביער יגודה. ובחוצות ירושלים. וכל ששון. Meir s'est marié, il faut danser. Madame Meir, il faut danser aussi. Oui. Quelle soirée, ça dépasse tout ce qu'on pouvait espérer. Une ambiance, tout est au rendez-vous. Espérons l'année prochaine qu'on fasse une belle soirée, peut-être avec un buffet, comme on a l'habitude, se serrer, etc. SDV. Voilà. Alors, on a eu des gros donateurs. Thierry Cailloun, qui est un fidèle avec son épouse, qui sont là tous les mardis soirs au cours. Et on les salue très fort. C'est des piliers, c'est des personnes. Ah, je les vois. Enfin, quelqu'un à l'écran.
Monsieur Miramar, merci. On les salue, oui, ils sont là. Oui, les Caillounes sont là, on les applaudit très fort. On remet, ouais. Vincent. Il est là, Vincent? C'est bon, parfait. Voilà. Alors, on va passer la parole à Akiva. Je vais préciser un tout petit mot. Il va expliquer son projet. Et ce projet-là, il est magnifique. Pourquoi? Parce que ça correspond exactement à la situation du judaïsme en ce moment et que des jeunes sont dans des universités, ils sont confrontés dans des situations très, très délicates. Je laisse Akiva nous dire exactement son projet. Akiva, Bakacha. Merci Eric. Alors, Rav Eliezer Hanor a commencé à parler de ses souvenirs et de son entrée à l'Yeshiva des étudiants. Je vais vous parler de la mienne. Je ne suis pas rentré à l'Yeshiva des étudiants puisque je suis né à l'Yeshiva des étudiants. Ça fait, Baruch Hashem, 28 ans que je côtoie l'Yeshiva des étudiants parce que je suis le fils de Rav Zizek. Enfin, derrière moi, c'est toute une famille. On a participé à l'Yeshiva des étudiants depuis toujours. Et je remercie très très fort, mais du fond de mon cœur à mes parents et à l'Yeshiva des étudiants de me permettre de participer maintenant en tant qu'enseignant à cette aventure incroyable qui est l'Yeshiva des étudiants et qu'on essaye de faire perdurer et faire grandir les projets de l'Yeshiva des étudiants. Le projet donc, que Eric a mentionné, c'est en fait, ça n'a rien de nouveau. On n'invente absolument rien, puisque c'est juste un calque de ce qui existait déjà à la Yeshiva des étudiants, qui existe toujours. Alors, vous allez me demander, chez vous à la maison, dans le Zoom, vous me demandez, mais alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire de nouveau? Alors, en fait, je vais me baser sur une action que notre cher président Emmanuel Macron a fait. Il a demandé à McFly et Carlito d'expliquer les gestes barrières à l'intérieur de leur chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est McFly et Carlito? C'est une chaîne qui est vue par les lycéens, par les étudiants, par les jeunes. C'est-à-dire qu'il a compris que pour pouvoir lancer son programme électoral, il fallait absolument toucher les jeunes et il a utilisé les outils qui sont utilisés par les jeunes aujourd'hui. Donc, comme je dis, on n'invente rien. Je n'invente rien, c'est le mérite de mon papa, le Rav Zizek. Mais on essaye de remettre ça au goût du jour. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire. On a un projet, c'est d'apporter l'enseignement de la Yeshiva des étudiants, avec toutes les particularités, je n'ai pas besoin de les préciser. Le Rav Darmon l'a expliqué, je sais que ça a été présenté avant moi, mais dirigé vers les étudiants aujourd'hui. Il y a une grande demande, il y a une grande soif aujourd'hui d'études, d'approfondissement du texte, et c'est ça ce qu'on essaye de développer. On a tout un projet qui est très structuré. On veut pouvoir proposer une structure construite avec des logements, avec un accompagnement pour tout ce qui est une vie juive à l'intérieur d'un cursus universitaire, mais avant tout proposer des cours très profonds, comme on pourrait étudier dans les grandes yeshivot en Israël, aussi bien pour une formation de cet ordre pour les garçons que pour les filles. Ça, c'est notre projet. On espère l'ouvrir de manière complète à la prochaine rentrée universitaire. On a déjà commencé à organiser des programmes avec une grande confiance, et on remercie très profondément Madame Darmon, la directrice du Centre Fleg, qui nous a permis de faire un partenariat avec elle, avec le Centre Fleg. Et on a déjà tous les dimanches une étude qui est de très grande qualité, très intense, avec des étudiants de grande qualité. Et ça existe déjà, c'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est le début de notre programme. Juste après Pessah, Bezrat Hashem, on va lancer la même chose, une étude de qualité pour les jeunes filles, avec des enseignantes de qualité. Ça, c'est ce qui va se lancer juste après Pessah, Bezrat Hashem. Et on espère pouvoir lancer encore beaucoup de programmes. Il y a aussi juste d'autres projets qui sont annexes à ça, c'est de pouvoir faire des partenariats avec d'autres associations étudiantes. Ça aussi, ça a déjà commencé.
Il y a l'association Keep Rising qui nous a donné la possibilité de donner un cours une fois par semaine dans leur association. On est en contact avec des grandes associations étudiantes. Je ne vais pas les citer parce qu'on n'a encore rien de concret, mais on avance beaucoup. C'est ça ce qu'on va essayer de présenter. Sachez que les dons qui seront faits ce soir nous permettra vraiment de concrétiser ce projet qui est vraiment d'envergure et très important. On vous demande de tout notre cœur pour nos jeunes. Si Emmanuel Macron a compris que son programme électoral se fait avec les jeunes, à plus forte raison, l'étude de la Torah approfondie se fait avec les jeunes. Il faut redynamiser ça avec les jeunes. Et c'est à vous, c'est vous qui pouvez nous aider dans ça. Merci beaucoup. Azak, excellent. אדמה ושמיים, חום האש מלמים, אני מרגיש זאת בגופי, ברוחי ונשמתי. Ouais, c'est excellent. Non, continue. Voilà, je profite de cet intermède musical pour saluer Marc Veil, qui est un pilier à Levallois. ברוחי ונשמתי. Je profite de cet intermède musical pour saluer Marc Veil, Philippe Parizet, qui sont des élèves inconditionnels et qui sont des soutiens permanents. Marc Veil, avec son petit groupe à Levallois, voilà. Je voudrais saluer aussi Stéphanie Alali Klein, qui donne des cours pour les dames. Les cours sont très, très appréciés. Et donc, elle fait partie aussi des enseignants de la yeshiva des étudiants. Je voudrais m'excuser auprès des personnes qui n'ont pas été félicitées en public. J'ai accroché par le regard quelques donateurs. Il y en a qui n'ont pas été cités. Ils ont donné plusieurs milliers d'euros. Eh bien, qu'ils soient absolument remerciés, que Hachem leur envoie au centuple tout ce qu'ils ont pu donner pour les yeshivas des étudiants, puisque ça, c'est mérité aussi de recevoir. Hachem va les gâter cette année par des bonnes choses, Bezrat Hachem. Voilà. Nous allons passer à… Voilà, maintenant le moment que tout le monde attendait. Mais je sais. Merci. Avi Bibas. Avi, viens, je t'en prie. Non, attends, une seconde. Avant le moment d'émotion, je voudrais que Avi Bibas, tu viennes. Viens. Si. Non, je commence. Voilà, j'annule tout. N'annule tout. Avi, allez, viens. Ma plaisir. Qu'est-ce que tu perds? Viens. Bon, tout à l'heure alors. Avi Bibas, il va se montrer tout à l'heure. Il va même peut-être chanter une chanson. Il y a qui disent qu'il va chanter une chanson. Alors, mes chers amis, le moment séquence émotion ce soir avec un nouvel étudiant au cours de Rav Zizek. Je voudrais que… Grégoire ne va pas qu'au cours de Rav Zizek, il va au cours de Rav Bloch, au cours de Rav Chaim Elbaz, au cours de Eliezer Hanor d'Armon. Je crois, j'ai peur même qu'il étudie de trop. Voilà, donc on laisse la parole à Grégoire. À toi la parole, Grégoire. Kolakavod pour tout ce que tu fais. Kolakavod. Bonsoir à tous. Enchanté, je m'appelle Grégoire Montana Roche, enfin Yirmiyaouyana aussi mon prénom hébreu. Voilà, j'ai 25 ans, je suis comédien pour la télévision et pour le cinéma. Et je suis tombé dans les yeshivas des étudiants depuis 2 ans, j'arrive plus à arrêter maintenant. Et c'est à la suite de ma rencontre avec le Rav Zizek. Voilà. Et j'ai eu l'occasion, voilà, comme ça a été dit, de faire beaucoup de cours à la yeshiva avec Rav Zizek, Rav Elbaz, Rav Bloch et Rav Darmon aussi. Et c'est très précieux pour moi. Effectivement, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à étudier parce que j'ai beaucoup de temps à rattraper. Parce que moi, je n'ai pas du tout été élevé dans la tradition. Et donc, je profite de tout mon temps pour apprendre à lire et à étudier nos textes. Et il y a quelque chose de comme ça très particulier à la yeshiva des étudiants. C'est vraiment une étude originale et enrichissante parce que ça traverse beaucoup de domaines de la vie juive. Il y a des cours sur les fêtes juives avec Rav Zizek le mardi soir. On fait du Chumash avec ses commentaires avec Rav Darmon et comme il a dit tout à l'heure, les commentateurs kabbalistiques. On essaye de faire aussi entre le Pshat et la Kabbalah, c'est vraiment très enrichissant. Le Nar aussi, le dimanche soir avec Rav Zizek, les textes du Maharal de Prague.
Et bon, bien sûr, la Gemara que j'ai pu étudier donc avec Rav Zizek, Rav Elbaz et Rav Raphaël Bloch. Donc ça, c'est niveau enseignement, c'est déjà pas mal. Et puis en dehors des rabbinim, il y a aussi une ambiance très particulière et pour moi vraiment précieuse entre les élèves parce que tous les élèves ils viennent tous d'univers très différents. Et on a tous des parcours un peu originaux comme ça. Et ça rend le rapport à l'étude encore plus profond. Même si on est tous hyper différents, eh ben, on arrive à se rencontrer vraiment grâce à la sagesse de la tradition. Donc ça fait que moi, j'ai pu sceller des amitiés et même former des binômes d'études avec certains élèves. Et bon, vous savez tous ici que étudier en binôme, c'est quand même la base. Je tiens aussi à marquer que moi, j'ai traversé le confinement avec les chevaliers étudiants. Et je voudrais encore remercier Meir Amar qui s'occupe de la logistique d'une manière vraiment brillante parce que en très peu de temps, il a réussi à rebondir et à faire en sorte qu'on ne soit pas perdu et qu'on continue à suivre les cours, à mettre tout accessible en ligne, etc. Et avec tout un programme, il y a aussi, je n'ai pas cité le Rav Bokhara, qui fait des modules hebdomadaires sur la halakha qui sont extrêmement précieux pour nous, parce qu'on apprend les bases de la vie juive, le Shabbat, la cache-route, les halakhot relatives aux fêtes. On peut même lui poser des questions après une vidéo si on n'a pas compris quelque chose et tout, donc c'est vraiment extrêmement précieux. Et au-delà, il y a vraiment un vrai accompagnement qui se fait. Que moi, j'ai pu expérimenter. On a une question, on envoie un WhatsApp au Rav Zizek, on l'appelle, il nous répond tout de suite. C'est vraiment très bien. Et au-delà même de ça, c'est tout ce qui est études. Et au-delà même de l'étude, on a tous l'occasion de se voir pendant les fêtes, pendant les Shabbatot. Avant le confinement, c'était bien, on a fait un Shabbat plein comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont dans les projets de la Yeshiva. Et bon, alors ça, on l'a dit aussi, ça a été l'occasion aussi de se réunir. Dernièrement, il y a des jeunes Bachurim de la Yeshiva qui ont eu l'occasion de se marier. Donc, ça nous a encore réunis autour de choses très riches. Donc, encore un grand Mazal Tov à Meir Amar et à Damien. Voilà, j'espère bientôt moi aussi mon mariage, vous serez tous invités. Bon, voilà, donc il y a tout un tas de choses qui me lient à la yeshiva des étudiants et qui me permettent, moi qui, je sais pas, j'avais pas connu tout ça, quoi, tout ce monde, toute cette richesse, ça me permet de rencontrer la vie juive et l'étude de nos textes avec une sorte de richesse humaine et intellectuelle comme ça qu'on trouve nulle part ailleurs. Et il y a toujours comme ça quelque chose d'inattendu quand on étudie. Ça veut dire, on n'est pas là pour venir et pour répéter des discours préfaits. Ça, c'est vraiment très propre à la yeshiva des étudiants. On veut vraiment dépasser les évidences. On veut aller au-delà d'une lecture confortable. On arrive au jour, on ressort, on ne peut pas avoir le même point de vue. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on est un peu forcément bouleversé, quoi. Je sais pas, on rencontre des choses inattendues. Rav Zizek, il aime bien comme ça, et je crois qu'il disait un truc sur Laurent Gina, qu'il fallait secouer comme Laurent Gina. Rav Zizek, il aime bien comme ça secouer ses élèves. Alors moi, comme ça, j'ai pensé à un truc qui a une belle parabole pour moi de comme ça. Qu'est-ce que c'est la méthode pédagogique du Rav Zizek? On dit à propos des mélachot de Shabbat, il y a 39 mélachot interdits selon la Torah, et il y a une mélacha, c'est on n'a pas le droit de casser quelque chose seulement dans le but de le reconstruire. Ça veut dire casser pour casser, on pourrait le faire pour Shabbat selon la Torah. Mais casser pour reconstruire, ça c'est interdit pendant Shabbat. Donc voilà, pour moi, Rav Zizek, c'est une mélacha interdite pendant Shabbat. Ça veut dire que Rav Zizek, quand on arrive avec il arrive à voir ce qui est en nous figé comme ça, il le casse et il arrive à nous faire voir qu'est-ce qui est figé en nous pour faire émerger de notre neshama quelque chose de l'ordre de la capacité de faire un chidouche. Donc c'est vraiment très précieux parce que ça nous permet vraiment de non seulement par rapport au clan d'Israël de sentir que notre neshama elle est en lien avec le clan d'Israël, mais individuellement de savoir après un shiur qu'on est capable soi-même par rapport à soi de savoir faire ressortir un chidouche, quelque chose de nouveau, et ça dans la continuité de notre tradition et quelque chose qui dépasse le temps. Voilà, donc je voulais tous vous remercier en tout cas pour l'investissement que vous donnez à la Yeshiva. Au début du mois de Nissan, s'il y a une Géoula, c'est vraiment celle-là de pouvoir libérer des jeunes qui ont un accès à quelque chose de tellement énorme. Donc merci à tous, Kol HaKavod et Chodesh Tov à tous, et voilà, merci. Razak bravo pour ces mots de soutien et de renforcement, même pour nous. Voilà, alors attendez un instant les amis, je jette mes yeux sur le compteur. Oh là là, ça s'affole, c'est magnifique. Bravo Yves Suissa qui est un vieux de la vieille aussi. Madame DF, Monsieur DF, Monsieur Vajembom Easy. Bravo, Jean-Pierre Yveline aussi, Kol HaKavod, toutes ces personnes, Kol HaKavod qui font des grands dons. On est à 141, 144. Il y a une personne qui m'a envoyé un don sur ma montre, mais je n'ai que son numéro de téléphone pour l'instant. Après, et ça passe là le son? Ouais, c'est bon ça, donc, j'ai que son numéro de téléphone. Mes chers amis, n'oubliez pas de me le demander après. 200 €. Voilà, la musique, c'est pour nous tous.
Voilà, donc, non. Donc voilà, chers amis, dans cette soirée très inédite pour nous, et j'ai rappelé une soirée très spéciale qu'on avait faite en 1995. On a vendu des tableaux avec un commissaire-priseur pour l'intérêt de la yeshiva. Et donc, on avait fait ça déjà. On a fait des choses originales. Là, on a fait un Igala, c'est original pour nous. Et parmi les intervenants, il y a la start-up Pulsar, dirigée par Jennifer, que l'on tient à saluer, qui a fait son travail de main de maître. Et je voudrais qu'on l'applaudisse aussi très, très fort. Certainement qu'elle est en ligne avec nous, parmi les dizaines et dizaines de personnes qui nous écoutent. Je voudrais aussi qu'on remercie à nouveau Avi Bibas, qui va venir cette fois-ci, Avi Bibas. Après? Ah bon, après? D'accord, Rav Kremizi. D'accord. Je voudrais encore, donc, j'avais dit quelque chose. Attendez, j'avais quelque chose. Attendez, vous allez m'énerver tous là. Oh là là. J'avais un truc à dire. Oh là là. Attendez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Voilà. Non, principalement, je blague plus. Il faut vraiment finir ces 200 000 euros pour que les personnes qui ont besoin de l'aide des enseignants, c'est pas rien. Quand on paye un professeur et qu'un professeur, il sauve une âme, c'est comme si on a gagné des milliards. Donc, quand vous mettez 10 euros, mettez 100 euros, eh ben, c'est comme si vous avez sauvé un monde entier. Donc, vous voyez, vous avez le témoignage de Grégoire, qui est un acteur. Eh ben, bon, peut-être qu'il aurait été perdu dans la vague des acteurs. Et la nouvelle vague des acteurs, et ben voilà, il a de quoi s'arrimer à son judaïsme, à sa vraie identité. Et je pense que vraiment, rien que pour ça, rien que ce témoignage-là, c'est révélateur de tout ce que la yeshiva des étudiants peut donner. Voilà. Maintenant, on va entamer avec le Rav Kremizi maintenant, le moment que beaucoup de personnes attendent. Nous avons la chance d'avoir en direct, cette fois-ci c'est en direct, de Montréal. Nous avons Rav, l'Hervoda Rav. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Je vais vous passer Rav Zizek. Voilà. Donc, pour le halachaton, je passe le micro à Rav Zizek qui va parler au Rav. Voilà. Rav Ephraim Kremizi, bonsoir. Bonsoir, Rav Zizek. Est-ce que c'est encore Rosh Chodesh chez vous à Montréal? En pleine journée de Rosh Chodesh. On est en plein Rosh Chodesh. En plein Rosh Chodesh. Alors, Rosh Chodesh Mevorach. Merci, merci. Alors, j'aimerais vous introduire parce que il a été dit au fur et à mesure de la soirée qu'on essaie d'accompagner nos élèves, mais chacun a ses compétences et j'essaie d'enseigner à nos élèves la nécessité de poser des shélot d'halakha. La vie d'un juif, on a tout le temps des questions d'halakha. Et personnellement, je ne suis pas dayan et je ne prétends pas l'être. J'essaie, chacun a ses... Kadosh Baruch Hu donne à chacun des dons et on n'est pas universel. Personnellement, je sens que je peux transmettre à décortiquer un Tosfot. Ça, je sais le faire. Enfin, j'essaie de le faire. Mais répondre à des questions d'halakha, j'encourage les élèves à demander à des dayanim. Et Rav Ephraim, vous êtes toujours présent. Beaucoup de nos élèves de l'Yeshiva des étudiants ont énormément de plaisir à vous poser des questions quotidiennes. Et vous connaissez notre tzibur, vous connaissez notre milieu. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on a une collaboration magnifique. Et là, vous allez répondre à quelques questions qui ont été posées en amont de ce gala. Je vous remercie beaucoup, Rav Ephraim, et beaucoup de brachot. Amen. Merci beaucoup, Rav Zizek. Votre invitation m'a beaucoup touché. Je voudrais vous faire une confidence. En 1990, Rav Simcha Wasserman, Zichrono Livracha, était venu en France et j'avais eu le privilège de le conduire dans les différentes institutions de l'époque, qui n'étaient pas nombreuses. Et on avait atterri un matin à Créteil dans un appartement qui était le Beth Midrash de Rav Zizek. Je ne sais pas si Rav Zizek se rappelle de moi parce que j'étais un jeune barcourt. Et bien sûr, il y avait Rav Simcha Wasserman qui était, Baruch Hashem, le grand, on va dire, la vedette, Baruch Hashem. Et Rav Zizek enseignait donc la Gemara Bava Kama.
premier Pérec. Et Rav Simcha Wasserman donc avait parlé. Et en sortant, Rav Simcha Wasserman m'avait dit, ce Beth Midrash, je trouve que ce Rav a quelque chose de particulier, c'est qu'il a beaucoup d'authenticité. Il transmet avec beaucoup d'authenticité les choses. Et Rav Simcha Wasserman m'avait dit, ça m'a touché de voir le contact qu'il a avec ses élèves. Et Bezat Hashem, j'espère que ce Beth Midrash il grandira, parce qu'il y a besoin d'avoir des Beth Midrashot comme ça en France. C'était en 1990, donc il y a 30 ans, ou même 89, je ne sais pas, 89 ou 90. Et donc, c'était la première fois que je voyais Rav Zizek. Et je me rappelle, il y avait un tableau, il expliquait là-bas le Baba Matsinou de Baba Kama, comment on apprend Shor de Regel, etc. Et voilà, 31 ans après, avec quelques poils blancs en plus, et Baruch Hashem, entouré, je parle pour moi, pas pour vous, Rav Zizek, entouré des Talmidim. Et Baruch Hashem, je pense que la Torah, surtout à Paris, elle doit être vécue, on doit vibrer pour une Torah. Et trop peu de gens transmettent avec, on va dire, amour à la Torah, avec une sympathie. Et bon, je pense que Rav Zizek, on peut le dire, le taper des mains très très fort pour le travail extraordinaire qu'il fait, de transmettre la Torah avec beaucoup, beaucoup de Havat à Torah. Chazak ou Rav Zizek, je vous prie, il vous donne, que vous soyez Marbe Talmidim et que vous soyez toujours en bonne santé pour pouvoir toujours enseigner. Je dirais que vous avez une particularité qui me touche beaucoup, c'est que les années n'ont pas d'influence sur vous. Vous restez un éternel jeune, avec beaucoup de jeunesse, beaucoup on va dire, de dynamisme. Et même dans vos présentations de l'imout, ça se ressent. Je pense une particularité qui est, ne changez pas, restez comme vous êtes, juste que les Talmidim vous apprécient à votre juste valeur. D'avoir un rave de nos jours, ce n'est pas tellement évident. Avoir un rave sympathique, encore moins évident. Avoir un rave profond, encore beaucoup moins évident. Donc, Baruch Hashem, je vous prie, il vous garde et qu'il vous donne beaucoup, beaucoup d'atzlacham, et que ce soir, vous dépassez largement votre budget pour que vous puissiez, B'et Hashem, continuer à grandir beaucoup d'avrichim, beaucoup de talmidim, et surtout beaucoup de gens qui étudient dans un Beth Midrash de la Torah. Donc, Chazak ou Baruch d'abord, et toutes mes brachot. Voilà. On m'a demandé donc de traiter différentes questions. D'abord, la première question, on va traiter, on va dire, on a eu beaucoup de demandes de questions. Le temps passe, on ne peut pas traiter toutes les questions. Et même les questions qu'on me demande de traiter, c'est des questions qu'il faudrait, comme je disais à Rav Zizek ce matin, il faudrait faire un shiur pour chaque question. Mais on va essayer de donner un petit goût de sympathie de l'halakha sur les questions que Rav Zizek a choisies. Première question qui a été posée, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire un hirouv pour certains quartiers de Paris ou même certaines rues dans Paris? Je vais vous dire, le problème du hirouv, avant de le réaliser, il y a déjà un problème de la hashkafa. Ça veut dire que déjà, dans les Rishonim, on trouve une machloquette. Est-ce que c'est bien de faire un hirouv ou c'est pas bien de faire un hirouv? Dans la Gemara, dans les Hérouvin, on voit que clairement que la Gemara pousse et encourage à faire un hirouv. On voit que Shranao il dit dans le Siman Shin Samer Vav que mitzvah l'achzor chara hirouv, c'est une mitzvah de faire un hirouv et on fait la bracha. Le Harizal, il faisait un hirouv toutes les rêves Shabbat pour faire cette bracha. Le Maharal, il parle beaucoup, Rav Zizek, d'hirouv, quel est dans le Olamazé, Olamaba, etc. Donc il est évident qu'au niveau de la Gemara, on voit qu'on plébiscite et fait énormément le hirouv et c'était un besoin, on va dire, qui était normal d'avoir dans une ville. Pourtant, quand on voit le Rosh, par exemple, le Talmud du Rosh, on voit que dans les Rishonim, il y a certains Rishonim déjà qui sont levés en disant qu'il fallait arrêter les hirouvim. Il ne fallait pas les faire. Et la crainte de ces Rishonim était malheureusement, de Shetishakar Torat Otsam Israël. Ça veut dire que si on commence à faire des hirouvim, alors doucement, doucement, les gens oublient l'importance de la Otsa, de l'interdiction de porter de Israël, et qu'ils allaient se permettre de porter un peu partout. Nous, on vient de France, on a gardé des réflexes de Otsa, mais on habite dans un quartier où il y a un hirouv. Je vois que, quand mes enfants reviennent en France, par exemple, je vous dis la vérité, ils n'ont aucun réflexe de hirouv. Les mouchoirs, la montre, c'est pour ceux qui ne mettent pas la montre Shabbat, la clé. Ah bon, il faut que je mette la clé, mais c'est-à-dire que c'est vrai que quand on éduque et quand on fait grandir des familles dans des endroits où il n'y a pas d'hirouv, eh bien, quelque part, nos enfants n'ont plus le réflexe du hirouv. Et comme on est encore en galoute et qu'on ne vit pas dans des pays
où on peut dire que toutes nos communautés sont irouvables, c'est-à-dire qu'on peut faire un irouv. Donc c'est vrai que la crainte de certains rishonim, que demain, Shema Titakar, Torat et Otsam Israël, elle est réelle. D'ailleurs, même Ramoshe Feinstein, qui était un des grands poskim de la génération et qui reste, qui était un possède qui était très ouvert. Ça veut dire qu'il n'a pas eu peur d'aborder tous les problèmes de halakha avec une honnêteté et une analyse de l'halakha sans faille. C'est-à-dire qu'il n'a jamais subi aucune pression, on va dire, aucune pression de mouvement. Ramoshe Feinstein, il disait que même si au temps de la Gemara, il fallait faire des Hiruvim, c'était parce qu'au temps d'avant, par exemple, un homme, il voulait étudier la Torah, il ne pouvait pas étudier la Torah. Il n'y avait pas de lumière dans les maisons. La seule maison qui avait vraiment une lumière qui était considérable, c'était le Beth Knesset. Donc un homme qui ne pouvait pas se déplacer et amener ses livres au Beth Midrash, il était gêné. Il y avait des gens qui n'avaient pas de plaque. On déposait le chamin, la marmite, dans un endroit où on chauffait communautairement nos marmites. Et après, il y avait, on voit le problème de le Shabbat, de la halakha. Pendant Shabbat, les goyim nous livraient notre plat, ou des juifs nous livraient nos plats. Donc, on était confronté à des problèmes, on était obligé, il dirait Moshe Feinstein, de faire des Hiruvim, parce que sinon on n'avait pas de vie dans nos petits villages ou dans nos petites villes qui étaient des petits, on va dire des petites villes qui n'avaient pas les structures individuelles pour chacun pour pouvoir vivre le Shabbat. Mais il dirait Moshe Feinstein que de nos jours, où Baruch Hashem, on a les plaques, on a la lumière, on a des sifriotes, on a tout ce qu'il faut, Moshe Feinstein déconseillait de faire un hirouv pour nos quartiers. Mais il en reste, en étant très honnête que Rav Wosner, Rav Ovadia Yosef, tous les autres poskim ont toujours eu une ouverture en se basant sur le Khatam Sofer, en disant que de nos jours, comme il dit le Khatam Sofer, on ne peut pas laisser nos femmes, nos enfants dans des maisons, dans des tours à Paris, et bien sûr, les empêcher de se promener en été alors que c'est très difficile. Donc, quand on parle de hirouv, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir de quel mouvement et comment on aborde le problème du hirouv. Ça veut dire, est-ce que ça va être un soulagement pour nos familles, ou bien au contraire, ça va être le début, malheureusement, d'une décadence et de problèmes importants, car doucement, doucement, on va délimiter un endroit, après on va dépasser avec la poussette, après on invite quelqu'un, et etc., etc. On va être confronté à certains problèmes que jamais on n'aurait eu au niveau de la Haute-Sahara. Et surtout à Paris, que vous savez, il y a certaines villes qui n'ont pas le privilège d'être un Reshut Arabim. Parce que pour être un Reshut Arabim, pour être on va dire une place commune, il faut savoir qu'il y a beaucoup de halachot. Mais à Paris, vous avez des grands boulevards qui ne sont pas évidents, parce que vous avez, bien sûr, souvent 600 000 personnes qui passent, c'est très large. Donc, on va dire que dans certains quartiers, il faut vraiment faire un hirouv de qualité. Deuxième problématique quand on parle du hirouv, c'est de trouver, comme beaucoup de choses, des hommes professionnels qui seront capables de créer ce hirouv. Le hirouv, ce n'est pas un problème de mettre une ficelle sur un morceau de bois et on entoure une ville. C'est beaucoup plus compliqué que vous croyez. Et il faut d'abord trouver des rabbanim spécialistes. Il n'y en a pas beaucoup. Étant donné que dans le monde, c'est une chokhma, c'est une halakha que très peu de gens le font. Donc sachez que vous serez très étonnés qu'il y a très peu de rabbanim qui seront capables de vous écrire un plan de hirouv halakha lemaaseh et suivre les problématiques de tout ce qu'ils vont avoir au niveau du hirouv. Donc, il faut trouver, deuxième problème, c'est pas problème, c'est la deuxième, on va dire, difficulté, c'est trouver des gens compétents. En Amérique, par exemple, il y a certains Bate Dinim qui sont spécialisés dans les hirouvim et ils vous proposent leur service. À Montréal, on a une Va'adat Hirouv qui est faite par d'Avrichim, qui suit le hirouv. Quand il y a des questions importantes, ils nous les proposent. Donc, on règle le problème du hirouv. Mais avant de faire un hirouv, je veux dire par là que ce n'est pas un projet entre copains qu'on va décider de faire un hirouv. Il faut trouver un rabbin qui est responsable et qui va donner les règles de ce hirouv pour savoir comment le créer. Une fois qu'on a trouvé le rabbin, il faut savoir que vous allez être confronté à un autre problème à Paris, qu'on n'a pas dans certaines communautés. C'est que je ne pense pas que la mairie de Paris ou la mairie de les autres banlieues vont vous laisser planter des poteaux avec des fils d'une certaine façon pour constituer ce hirouv. Il faut savoir qu'il y a une grande marloquette à poskim, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser les fils de téléphone, les fils électriques, et un hirouv de qualité, les chachamim
font attention et demandent qu'on crée une vraie structure spécialisée pour le Hirouv. On ne peut pas se baser sur des fils électriques, sur des fils de téléphone. Donc, on a une autre problématique pour un Hirouv en France, c'est que demander et de créer une structure pour ce Hirouv, je ne pense pas que demain, après, il va y avoir des musulmans qui vont demander de mettre des fils pour autre chose. Ça veut dire que la France est restée très, très protocolaire et très conservatrice au niveau de sa structure de la rue. Donc, je pense que ça aussi, ça va être quelque chose d'important. Au niveau du Canada, d'Amérique, Baruch Hashem, nous avons des quartiers qui sont à 98% d'une communauté juive. Donc, on a quand même une force importante, on peut faire ce qu'on veut. Mais pour les communautés, on va dire, qui sont en France ou qui sont en Angleterre, et vous ne vivez pas encore dans un écosystème juif, c'est-à-dire qu'il y a plus de juifs, bien sûr, dans le 19e, mais on ne peut pas dire que toute la communauté soit juive, vous ne pouvez pas dire que vous allez changer les structures de la ville. Donc, il va falloir faire attention comment créer un Hirouv pour qu'il soit valable au niveau de l'halakha, on va dire d'une halakha qui soit solide, pas de coulotte. Est-ce qu'on va vous laisser créer une structure de Hirouv? Il y a un problème aussi qu'il faut savoir, et ça c'est général, ce n'est pas seulement à Paris, c'est qu'on sait qu'il y a une fameuse machloket rishonim entre le Rambam et les autres rishonim, comment constituer un Hirouv. La majeure partie des rishonim se base que pour constituer un Hirouv, on peut mettre, comme vous avez vu Yerushalayim, des poteaux avec des fils. Bon, il faut mettre les fils d'une certaine façon. Je ne parlerai pas maintenant de la façon comment faire. Mais ça veut dire qu'on peut constituer un Hirouv en associant beaucoup de tsurat à pétard. Ça veut dire un poteau, un fil, un poteau, un fil. On met un fil dessus et on va considérer que ça s'appelle une ouverture de porte. Et une ouverture de porte, en vérité, on va être moukaf. Ça veut dire que quand on va associer toutes ces portes, qui sont une structure de porte, on va considérer qu'on est moukaf, c'est-à-dire qu'on est entouré d'une barrière qui est certes fictive, mais au niveau de la halakha, elle a la valeur de Surat Apetar. Le Rambam, plusieurs fois, insiste sur le fait que pour créer un Hirouv qui entoure un Reshut Harabim, il faut avoir des véritables barrières majoritaires. Ça veut dire qu'il faut être dans un endroit qui est majoritairement entouré de vraies barrières qui sont donc de 10 tfachim, d'un mètre, qui sont du solide, ou bien qu'ils ont moins de 3 tfachim, c'est-à-dire qu'il faut une véritable barrière. Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans certaines villes, on ne sait pas, la communauté n'est pas définie. Les Ashkenazim se basent sur les Rishonim qui permettent donc ces structures de fil, mais beaucoup de Sfaradim, même d'ailleurs Avodd Yosef qui était le grand drapeau pour ça, et d'autres avant lui, bien sûr, même Mishnah il a un doute dans le Mechaber, comment on est posé, etc., interdisent le Hirouv avec une structure de fil. Donc, il faut d'abord définir notre communauté, qu'est-ce qu'elle est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous faire une histoire, Bichou d'Israël, le foulard, pas la perruque, ils vont vous dire Khalak, Baruch Hashem, mais il faut savoir que ça a aussi des influences au niveau du Hirouv. Ça veut dire qu'un Hirouv, c'est une des halachot où le Mechaber a été très strict dans ça. Et dans certaines villes ou dans certains quartiers où il n'y a pas beaucoup de monde, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un carmélite. Ça veut dire que c'est un reshoot qui est intermédiaire. On peut se permettre de se reposer sur la vie qui demande seulement des fils. À Paris, vous avez, encore une fois, des vrais reshoot arabes. Donc, il faut aussi statuer sur la problématique de savoir quelle est notre communauté essentielle à Paris, pour ne pas arriver que demain, certaines personnes qui ne connaissent pas les Lechot du Rouvin vont dire on a le droit de porter, alors que peut-être que pour les Sfaradim, il est préférable de faire attention. Enfin, une fois que vous avez réglé donc le problème du rap, de la structure, le problème, on va dire, de la tendance de la communauté, il faut savoir que un Hirouv doit être fait avec un Hirouv doit être fait, et un des problématiques du Hirouv, c'est qu'on doit pouvoir acheter à toutes les autres parties la partie où on se promène. Ça veut dire qu'une ville est composée de goyim, il faut aussi associer leur reshoot à notre reshoot. Ça veut dire qu'on est obligé de créer un seul reshoot. Quand on parle de goyim, de non-juifs, alors on a des solutions, on va chez les pompiers, on va chez la police, qui ne sont pas évidents. Mais la grande problématique, ce sont les juifs qui ne sont pas du tout Shomer Shabbat et qui s'opposent à ça. Il ne faut pas contraindre un juif à dire tu vas être associé dans notre projet, c'est déjà beaucoup plus difficile. En conclusion, je voudrais vous dire que
il y a des possibilités de faire un hérouf. Et si la communauté ou le quartier choisit de faire un hérouf, choisissez un bon rave qui a des connaissances solides dans le hérouf, qui pourra vous aider. Après, il faut le soumettre donc à la mairie. Et bien, Hachem, après, je pense que c'est à chacun qui peut choisir est-ce que ça va être bénéfique ou ça ne va pas être bénéfique. Mais il est évident qu'il y a des possibilités, comme tous les quartiers, comme toutes les soirées, ils l'ont fait. Deuxième question, rapidement, on m'a demandé de répondre au niveau de Chatnez. Si une personne met un uniforme, est-ce qu'il a l'obligation de vérifier le Chatnez? Ça veut que d'après la halakha, je vais vous répondre d'abord à quelque chose qui est évident, qui est personnel, c'est que les premières personnes qui ont porté les uniformes, c'était les Kohanim. Le Kohen n'avait pas d'habit personnel, c'était un uniforme. La preuve, la Gemara dans Yoma, elle demande plusieurs fois à quel moment le Kohen devait enlever son habit. Mishoumeïla, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de rester avec un ami plus longtemps. Et pourtant, pour permettre au Kohanim ou au Kohen Gadol de mettre ses habits qui avaient du Chatnez, on est obligé d'arriver à des permissions d'assez, de khé, de tassé, un tzivouï. C'est-à-dire qu'un uniforme, de façon générale, il est considéré comme un habit et on n'a pas le droit de le porter si il n'y a pas de vérification du Chatnez. Il y a d'un certain poskim, qui est un marloquet à poskim rishonim en vérité, pour un habit qu'on mettrait que pour le kavod. C'est-à-dire que, imaginez-vous un avocat qui mettrait sa robe pour prêcher, ou bien quelqu'un qui mettrait un habit pour le kavod seulement, mais qui n'est pas un habit, c'est-à-dire qu'il a son costume, il le met dessus. Il y a un marloquet rishonim, le Gra, il dit que c'est interdit. Rabbeinu Yishaya, il dit que c'est permis. En tous les cas, de Horaïtaï, d'après la Torah et le marloquet, aval halakha lemaaseh, des Rabbanan, on interdit et il faut faire attention de vérifier même un uniforme et même s'il faut des fois changer quelque chose. Je ne rentrerai pas maintenant dans la marloquette. Est-ce que essayer un habit ou bien mettre un habit pour s'habiller, pour voir la taille du costume, est-ce qu'on a le droit avant de vérifier? Si on sait pertinemment qu'il y a du Chatnez, c'est un safek, c'est peut-être un petit gréché, mais si on sait certainement qu'il y a du Chatnez comme certaines marques, on sait qu'on n'a pas le droit. Donc, je conclurai en disant qu'un habit qui est porté pour un uniforme, on doit le vérifier, et s'il a du Chatnez, on n'a pas le droit de le porter. Troisième question, je vais essayer d'être très bref aussi, on me demande est-ce qu'on peut avoir un chien dans une famille juive? Il faut savoir que, au niveau de l'halakha, et c'est aussi un midrash intéressant, vous savez que quand Caïn s'est plaint à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais être jeté dans le monde sans personne. Et Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un hôte, il lui a donné un signe. Le midrash, il dit c'est quoi un signe? C'est que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un chien de compagnie qui allait l'accompagner dans son exil dans le monde. Donc Kadosh Baruch Hu, il a fait cadeau à Caïn un chien. Donc ce n'est pas un si mauvais cadeau. D'un autre côté, Caïn était quand même maudit. Donc s'il est maudit, ça veut dire qu'on fait cadeau à un prisonnier, on va lui faire cadeau à un bol à un prisonnier, mais ce n'est pas un cadeau qu'on ferait un khatan, un kala. Donc est-ce que c'est un cadeau de maudit ou c'est un cadeau d'une véritable compagnie qui a protégé Caïn? Au niveau de l'halakha, en vérité, il est évident qu'on peut trouver toutes les solutions pour garder un chien à la maison. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour Shabbat, le toucher, le sortir dans la rue, comment attraper la laisse. Il y a énormément de dans l'halakha. Il y a un problème Shabbat dans un chien qui se sauve, si on a le droit de fermer la porte de la maison, parce que c'est tzeda, on ne peut pas le chasser. Donc si on l'empêche de sortir, on a un problème au niveau de chasser. Il y a un problème au niveau Kabbalah aussi, que c'est marqué dans certains sfarim, que par exemple, quand on fait kidouche et qu'il y a un chien, moi dans le métier, elle dit par exemple, quand un chien il pleure, c'est que le malach hamavet, il est présent. Donc on voit qu'un chien, il ressent certaines choses. Donc il y a certains sfarim qui a marqué que quand il y a un chien dans une maison, oui, vous m'entendez pas? Le son un peu plus fort. J'ai dit, au niveau de la Kabbalah, on peut trouver certains problèmes kabbalistiques en disant que le chien, c'est la réincarnation des Ruchot Raot. Mais au niveau de la Lacha, on ne peut pas dire que c'est interdit. Et même c'est marqué dans Shulchan Aruch que Asur le gadel kelevra. On n'a pas le droit d'élever un chien méchant et un chien agressif dans une maison. C'est-à-dire qu'un kelev qui n'est pas rat, c'est permis. Et le Rama, il dit dans Chachem Mishpat que si dans la ville, il y a d'autres chiens et que c'est l'habitude d'avoir des chiens pour garder, on peut. Donc, on peut garder un chien dans une maison. On va être confronté à certains problèmes de halakha, mais on va dire qu'il n'y a aucune interdiction solide. Et comme je dis toujours, le problème du chien, ce n'est pas un problème de halakha, c'est un problème pourquoi on a besoin d'avoir un chien. Donc, si une personne âgée,
un enfant qui a besoin de thérapie ou bien quelqu'un qui a besoin d'une compagnie et que le chien va l'aider, j'encouragerai. Si par contre c'est pour avoir un peu d'affection d'un animal, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'élèves qui cherchent à de l'aide, il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés dans les foyers. Mais au niveau de l'halakha, on peut trouver des solutions. Il y a certains problèmes qu'il faut régler. Il y a le problème du manger à Pessah, les croquettes sont chametz, faites attention. Il y a le problème de Shabbat, encore une fois, comment sortir le chien, etc. Il y a certains problèmes, mais on va dire qu'il n'y a rien qui est insurmontable au niveau de l'halakha. Je vais vous rendre votre micro, parce que chaque parole que je parle, c'est dommage pour voir tzedaka. Et encore une fois, une grande hatzlacha. Et Be'at Hashem, j'espère que ce soir, vous allez dépasser. Il y a une grande halakha, par contre, je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut être marzik, bédet, les Talmidei Chachamim. Ça, c'est une halakha que je vous conseille à tout le monde. Il faut aider les Bati Midrashot, il faut aider la Torah, être Chaim la Machzikimba. Donc, j'appelle toute notre communauté parisienne, soyez sensibles, aidez ce Beit Midrash particulièrement, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de spontanéité. Et Be'at Hashem, HaKadosh Baruch Hu, celui qui aide la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il reste jamais Balcho. HaKadosh Baruch Hu, il paiera toujours les dettes. On aide pour HaKadosh Baruch Hu, il rend. Il ne veut rien devoir à personne, HaKadosh Baruch Hu. Donc, je vous prie, vous donnera bracha b'chol ma'aseh Pesach kasher v'sameach et beaucoup de bonnes choses. On me demande de passer un message, donc sachez qu'il y a eu beaucoup de questions. Il ne faut pas tout traiter. Et je n'ai pas pu traiter comme je voudrais, mais ce n'est pas le moment. N'hésitez pas à envoyer vos shelot à Rav Zizek. Et Be'at Hashem, on sera en contact avec Rav Zizek et moi-même. Et Be'at Hashem, on essaiera de répondre à chacun ses shelot, même si elles sont un peu bizarres. On m'a demandé sur l'ADN, on m'a demandé la Vodazara. Toutes les questions qui seront demandées, on trouvera un moment, une façon comment répondre à chacun pour que chacun il a sa réponse à cette question. Voilà, colle tout. Merci Rav Ephraim, merci beaucoup. Magnifique. Merci Rav. Avec plaisir. B'atzlacha, Be'at Hashem. Vos paroles ont débloqué certaines personnes. On est à 153 000. C'est magnifique. On remercie Bernard Cherki, Alain Lévy. Ce sont des personnes qui donnent beaucoup chaque année. Allez, toute l'équipe là, tout le back-off là. Allez, levez-vous. Tout doucement, tout. Avi Bibas qui a donné 5 000 € aussi. Dans la cavode, Avi. On applaudit très fort, Avi. C'est une très belle soirée. Boston, Montréal, Paris, Delston. On a kiffé, on kiffe. Bravo à tous ceux qui donnent. Merci à la régie derrière. Merci David. Merci Vincent. Merci à David Louski. Merci à Nati. Nati. C'est ça. Chez vous, mais il faut danser les amis. On a rasé 153. Dansez, frappez des mains. Il ne faut pas vous endormir maintenant. Avi, bravo. Avi, Avi, Vincent. Voilà, ceux qui sont décarcassés. Moi, j'ai fait le pire pour la soirée. Et les grands, ceux qui ont réussi. Voilà, vous les applaudissez très fort. De chez vous, ils entendent, ça rentre dans les connexions. Oui, les amis, vous pouvez les applaudir très fort. On a passé une excellente soirée. Ça danse là-bas. Oui, comme chez la. Les Roshamaim, Haferet Lo, Va'anachnu Ako, Oyoko Vetzoinecho, Va'chafetzim, Elazoy Vetzoinecho, Va'anachnu Ako, Oyoko Vetzoinecho, Va'chafetzim, Elazoy Vetzoinecho. Merci à tous, merci mes chers amis, merci à tous les rabbanim. On prend des forces avec cette soirée, on prend des forces. C'est pas que le compte en banque qui a repris, c'est tous. On espère qu'on se retrouvera dans les shiurim, pas que dans les zooms, mais en présentiel.
qu'on ait le plaisir de se voir, de s'embrasser à Pourim, à toutes les fêtes. Bravo à tous. Merci à Rav Zizek, merci à toute son équipe, merci à tous les élèves. Bref, merci à nos chanteurs, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. והדר לבושם ותצחק ליום האחרון תירה לה 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 תירה לה 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 אוי 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 תירה לה 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 תיראי 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 לה לה תירה לה 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 תירה לה לה תיראי תיראי לה לה תירה לה 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 Excusez-moi, voilà, la vérité, c'est qu'on voudrait, on veut pas qu'elle se finisse cette soirée. On a trop kiffé. Alors déjà, comme je le dis chaque année, gardez des munitions pour l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura une vraie soirée, comme celle-là, en mieux encore, avec un beau repas, un buffet. Et si jamais vous vous ravisez et que vous avez dit, j'ai pas donné assez, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Vous envoyez sur le Hallodon, vous rajoutez, c'est pas méchant. Regardez, ça continue. Merci Rav Zizek, 82, 100, 520, $500. On a dit Philippe Pérez, on l'a nommé. Encore un peu de musique pour Philippe Pérez. C'est parti. Moi, je connais pas. Merci Rav Zizek, c'est qui? C'est qui? Merci Rav Zizek, c'est qui? והדר לבושם ותצחק ליום האחרון עוד והדר לבושם ותצחק ליום האחרון דילה לה 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 דילה לה 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 אוי אוי אוי. Alors ils sont trop forts. Ils sont trop forts notre. Ça leur suffit pas qu'ils ont bien chanté, ça leur suffit pas qu'ils ont bien animé cette soirée. Ils ont fait don de leur cachet pour la Yeshiva des étudiants. On applaudit très fort David Louski et Nati Doré. C'est un minimum qu'on doit à Rav Zizek et à tous les personnes qui l'accompagnent. Un grand travail pour tout ce qu'ils font. Et l'irremplaçable Eric quand même, parce qu'il faut le remercier. Il ne se remercie pas, mais chaque année, il donne de son temps et de son talent. Merci Eric. Alors, on va ouvrir les micros, ça fera Bora pour la fin. En tout cas, merci à tous. Shavua Tov, Chodesh Tov, Chag Sameach bientôt. Et on vous souhaite à tous de très bonnes choses. Voilà, on ouvre les micros. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous. Magnifique. Bravo, Razak pour tout. Très belle soirée. Bravo, magnifique soirée. Super, magnifique. Mazel tov. Kol hakavod. Magnifique, ce soir, magnifique. Je kiffe. Azak ou Baro? C'est magnifique. À l'année prochaine en vrai. Merci, bravo à tous. Le buffet était meilleur que l'année dernière. Grave. Kol hakavod, kol hakavod. Merci pour vos cours. Kol hakavod, l'animation musicale.
Tu dis quoi, Vendéra et Papi? Merci, Papi. Merci, Papi. Tu as dit que c'était beau ce spectacle, Papi. Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as dit à Papi, chérie? Papi, Amour, t'as entendu? Merci, Papi, que tu as présenté. Bonne soirée à vous. On n'entend pas, David. Donc, sauf si tu fais du playback. Réel, tais-toi. Bon, bah allez, salut. Bonjour tout le monde. Oui. On découvre. מידה והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. Personne qui veut chanter à la maison? Je vous vois en plus derrière vos écrans, je vous vois. Ok, je vous donne le micro. Zev Zizek! Zev! Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait fait plaisir. chaud de voir les Zizek, c'est ouf! Ouais, ça fait plaisir. Rocher, c'est toute notre vie, toute la famille Zizek. Que Dieu vous bénisse au centuple. On vous aime fort. Rocher, magnifique. Oh, chantez Thibaut, je vous ai mis le micro. Famille, il y a Aurel aussi. J'ai vu Dieu bénisse ses enfants, mais c'est incroyable, incroyable, Aurel. Rocher, où es-tu, Rocher? Rocher Zizek. Je t'adore. Merci les enfants, merci. Bilal, on t'entend pas. Salut les garçons, une Coucou Aurel. Salut Aurel. À tous, on est sous couvre-feu et Il on y a va Routi. devoir quitter les locaux Salut, ici. Routi. Donc, on bye. était pas loin de l'Arc de Triomphe et donc on va rentrer chez nous. Où ils sont? Merci à tous. On les voit plus. Il ne peut pas me le remettre, Pourquoi il ne peut pas me le remettre?